Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute! Je reçois aujourd'hui Stéphane Baller qui a un parcours très riche. Fiscaliste, avocat et expert comptable, il est passionné par l'enseignement et l'innovation. Il a d'ailleurs créé de nouveaux diplômes conçus pour maximiser l'employabilité des étudiants et des élèves avocats. Il m'a fait le plaisir de se livrer dans cet entretien et vous le verrez, il a été très bavard, mais il faut dire que j'avais beaucoup de questions. L'occasion aussi de parler de LegalOps. Bonjour Stéphane, comment allez-vous? Très bien, un grand plaisir de vous accueillir chez De Gaulle-Florent. Je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation de venir sur le podcast Droit tout simple aujourd'hui. C'est avec grand plaisir parce que j'écoute et je me dis, est-ce qu'elle m'invitera? Alors, j'ai plein de questions à vous poser. Je sais que c'est un grand challenge pour vous d'essayer d'être concis ce matin, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Non, d'être concis en général. C'est parti, C'est parti. On vous connaît quand même pas mal sur le devant de la scène, en toute modestie, on vous connaît bien. Voilà, mais moi, je voulais aller un petit peu plus loin. Et alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais la première que je voulais vous poser, c'est quel est le fil conducteur, finalement, de votre carrière? C'est une excellente question. Et je vous remercie de me l'avoir posée à la radio. En fait, c'est vrai que c'est la première fois qu'on pose cette question. Même un chasseur de tête m'a jamais fait ça. Et donc, vous m'avez obligé à faire le tri. Donc, merci beaucoup pour ce moment où j'ai dû essayer de regarder ce qui me conduisait depuis maintenant presque une quarantaine d'années. Et mes choix et la manière dont je les assumais. Et en fait, donc aujourd'hui, je suis chez De Gaulle-Florent, je suis avocat of counsel, après 17 ans passés chez EY Société d'avocats comme associé en charge du développement. Et quand je regarde toute l'histoire, en fait, que ce soit dans mon domaine professionnel comme dans mes activités annexes, je crois que j'ai 2-3 questions qui reviennent toujours, qui s'appellent soit l'innovation, soit la création. C'est-à-dire, quand je regarde la création des activités de Business Risk Services chez Ernst & Young en 1995, quand je regarde le lancement des observatoires, des directions juridiques, des directions fiscales, du marché du droit, de la formation aussi au juridique. J'avais fait une année, et on ne s'en souvient pas, mais aussi de l'audit interne qui a été lancé en 1995, et je ne sais pas s'il existe toujours, mais qui était assez innovant. Mais comment est-ce qu'il pouvait à la fois un petit peu bousculer le marché? Comment est-ce qu'on pouvait l'aider à mieux se comprendre? Comment est-ce qu'on pouvait à la fois faire du business et aider les gens? Et ça, c'est certainement un premier élément, c'est de voir comment est-ce qu'on pouvait à la fois bouger les lignes, être respectueux des lignes qui existaient, mais essayer d'arriver à proposer des éléments qui fassent bouger les choses. Aujourd'hui, je travaille avec Open Law, donc je suis administrateur sur des questions d'éthique pour les jeunes, c'est-à-dire que je suis mari de voir des élèves avocats en école d'avocats qui sont plus ou moins heureux de leur cours de déontologie, même si ce n'est pas une valeur économique, c'est quand même un ciment d'une profession. Vous arrivez dans une entreprise, vous signez la charte éthique les yeux fermés, et pourtant, vous n'avez pas forcément été préparé par votre famille, à l'école, ces choses-là, sur ces questions. Et donc, c'est de voir avec les amis d'Open Law et de l'Association française des juristes d'entreprise, comment est-ce qu'on pourrait proposer des modules qui feront certainement 24 heures et qui vont permettre de se sensibiliser à ces questions d'éthique, de déontologie, de morale, enfin, qu'on aide les jeunes à faire un petit peu le tri. Donc, pareil, c'est finalement demain avoir des collaborateurs qui seront pour tous, aussi bien les avocats, les directeurs juridiques, mais aussi les magistrats, avec des éléments d'éthique auxquels ils auront été sensibilisés. C'est le faire à côté de l'université pour ne pas l'embêter, bousculer son rythme qui est établi. Et c'est finalement comment est-ce qu'on peut innover dans le sens du supportable.
Et puis, il y a une autre chose, peut-être, deux autres choses. L'engagement, c'est-à-dire j'ai fait des choix. Alors, c'est pas toujours été heureux, mais en tout cas, je me suis battu pour des causes. On ne sait pas, journée de la femme arrive, mais j'avais monté il y a longtemps quelque chose qui s'appelait la réussite des femmes. De quel droit? Et en fait, c'était les premiers mouvements qui étaient organisés autour de la réussite des carrières des jeunes femmes dans le domaine du droit. Moi, j'ai quitté la profession pendant 15 ans. J'étais revenu, alors chez Anne, ce n'était pas une question, hein, puisque vous êtes dans une ambiance anglo-américaine de cabinet multidisciplinaire. Donc ça, sur vos questions, moi j'ai connu ça à New York il y a 35 ans, donc c'est given, on va dire, en français. Par contre, je voyais que dans certains cabinets, dans certaines organisations, on était resté un petit peu tradis. Et pareil, essayer de comprendre, pas donner des mauvais points, des bons points, mais donner la parole à des femmes qui assumaient leur carrière, qui parlaient de leurs difficultés. Et le premier intervenant masculin du panel que j'avais monté était Louis Vogel, qui était à l'époque président de Paris 2, où j'étais prof associé. Et puis, il y a aujourd'hui le handicap avec droit comme un H, et puis il y a aussi eu les modules trouver son stage de rêve. Pareil, je revenais dans la profession, j'étais gourmand, et je trouvais dommage de voir des jeunes qui, après quelques années, se demandaient pourquoi ils étaient là et qui étaient malheureux. Et donc, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de faire des choix, parce que les mécanismes d'orientation avaient plus ou moins bien fonctionné. Donc, essayer de mieux se connaître, essayer de construire sa carrière, essayer d'oser. Moi, je n'avais pas osé quand j'étais gamin. Envoyer mon CV dans certains cabinets, je trouvais ça dommage. Donc, c'est vrai que ces éléments d'engagement, et puis, quand on met tout ça bout à bout, en fait, c'est la différence. Je crois que j'aime bien être différent. C'est une belle philosophie. Quand vous n'avez pas de talent... Mais on peut avoir du talent en étant différent. Je sais pas, ça c'est pas différent. Donc ça, c'est vos fils conducteurs, parce que finalement, il y en a plusieurs. Oui, il y a innovation, création, différence, engagement. Et puis tout ça, c'est autour de l'entreprise. J'ai une passion pour l'entreprise, pour les entrepreneurs, une admiration. Et ce chemin et ce courage que j'ai certainement pas eu. Alors, j'aimerais aborder un sujet qui vous tient aussi à cœur, je crois. C'est la formation des juristes. Il y a eu un Grenelle du droit il n'y a pas très longtemps sur l'avenir de la filière juridique. Les choses bougent. Après, la vitesse du changement, on n'est pas sur l'innovation rupture chez les juristes, donc c'est incrémental. Si vous rajoutez à cela quelques traditions, une robe à 33 boutons pour les avocats, l'agrégation très respectable et qu'il faut maintenir pour les professeurs, le tableau de la magistrature. En fait, on a beaucoup de rigidité pour arriver à mixter ces professions et peut-être aussi des élites qui n'ont pas forcément une perception du droit qui est celle de nos amis américains. Aux États-Unis, en fait, quand vous êtes avec un patron de société cotée, il y a une chance sur deux qu'il passe par la fac de droit. Et donc, le pouvoir du droit, l'utilisation du droit en termes d'avantages économiques est beaucoup plus dans la culture. Ça va assez loin. Hein. C'est juste que dans le traitement journalistique au jour le jour, où c'est vrai qu'en France, on regarde plus les acquises que la manière dont on va négocier un round de l'OMC et les avantages concurrentiels que l'on peut trouver au droit, comme à avoir, par exemple, le legal privilege pour les juristes, qui est une question, je crois, qui ne tient à cœur. Donc, il y a une vraie question déjà de fluidité à l'intérieur de la profession, et je pense qu'elle dépasse la question avocat et entreprise, mais qu'on devrait aussi intégrer l'enseignement, on devrait intégrer aussi les magistrats, on devrait intégrer les commissaires de justice, en fait, donner un droit fort pour un avantage concurrentiel. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et je vais permettre de récupérer d'autres centres d'intérêt que vous avez. Attirer les talents. C'est un élément extrêmement important, attirer les talents. Et les talents, en fait, on les a attirés d'une manière un petit peu simple. Au départ, en demandant des doubles formations, école de commerce, fac de droit, ce que j'ai eu la chance de faire à une époque, quand vous arriviez avec des CV de ce type-là, on nous disait, mais vous ne savez rien faire, puisque vous voulez tout faire. Fac de droit, école de commerce, c'est en parallèle, ça, c'était l'histoire. Ensuite, on a eu les troisièmes cycles en école de commerce. On a eu des programmes créés comme celui de l'EDEC, le BLM, qui est brillantissime parce qu'il combine la fac de droit et l'école de commerce. Et quand Christophe Rocchini, qui est un ami de longue date, m'a dit « Mais de quoi tu rêverais comme enseignement du droit ?» Moi, j'ai dit « Mais si on pouvait faire
converger ce que j'ai du mal à faire en bossant avec, en plus, la fac et l'école de commerce et essayer d'avoir des profs sympas qui toléraient certaines de mes absences, ce serait quand même vachement mieux. Il l'a fait et chapeau, respect. Mais je pense qu'on va au-delà de tout ça. Déjà, beaucoup de juristes de talent quittent la fac pour partir de l'école de commerce. Et après, je ne suis pas sûr qu'ils reviennent dans le droit. Ça, c'est un premier élément. Je pense qu'on doit réapprendre à offrir des carrières et on peut avoir une diversité de ces carrières dans les domaines du droit, mais il faut que ces juristes de talent, parce que les écoles de commerce ont augmenté leur capacité d'absorption et diversifié leur recrutement, c'est plus uniquement par les classes préparatoires et dans les facs de droit, il y a de grands talents qui partent là-bas. Mais je pense que l'enjeu à moyen terme, et quand on parle de classe d'âge, c'est 5-10 ans, donc notre profession du droit de demain, les legal ops de demain, les gens qui doivent travailler avec nous, l'enjeu, il n'est pas dans les écoles de commerce. En plus, les gens font des majeures finances. Je ne vois pas un juriste de droit des affaires aujourd'hui qui ne sache pas lire un bilan. Là, moi, ça me pose un problème. L'enjeu, ce sont des ingénieurs. Alors, nous, on a une chance à Paris 2, c'est qu'on a une école d'ingénieurs, les frais qui se rapprochent de nous. On est en train de travailler du DU Transformation digitale du droit et Legal Tech, qui a maintenant 7 ans, est en train de se rapprocher de l'EFRAY. Et je pense qu'à la rentrée, vous aurez un programme MA, M2 qui combinera des talents d'ingénieurs et des talents de juristes, qui était la maquette initiale du DU. On a 1 à 2 ingénieurs par an, on n'arrive pas à en servir plus. Là, on se dit qu'avec quelque chose de plus fortement diplômant, M1, M2, peut-être un double diplôme en bout de course, on y arrivera. Mais l'enjeu, il est là, c'est d'attirer des spécialistes de la data, des ingénieurs, des spécialistes de l'organisation. C'est très bien aujourd'hui d'arriver à faire le job qu'on aurait dû faire il y a une vingtaine d'années sur la performance des directions juridiques et des cabinets d'avocats. Ça montre qu'on a pu jusque-là. Mais sur le fond, qu'on ne soit pas encore au niveau de la data, qu'on ait la culture générale, ça c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, vous avez une telle sophistication sur le marché américain, vous avez une telle possibilité, une telle avance de nos amis américains avec la Discovery sur l'utilisation de la data et une telle possibilité de puissance de calcul et de stockage dans le cloud que ne pas travailler avec des ingénieurs serait pour moi criminel. Puis alors, je vais aller assez loin. Quand vous êtes dans un groupe international, quand vous voulez vraiment garder un aspect international, cette culture internationale, cette culture de la différence qui était importante, dans un monde où vous allez avoir de plus en plus de frontières qui vont se créer. Comment est-ce que vous arrivez à combiner cette culture internationale avec des frontières et des États qui essaient de lutter contre cette internationalisation? Peut-être que demain, il sera nécessaire dans les grandes équipes juridiques d'avoir des spécialistes des langues, des spécialistes de la culture, des gens qui vont nous aider à être beaucoup plus séduisants, de faire de l'interculturel, d'aller au-delà du langage anglais qui est l'espéranto de tout le monde, pour vraiment prendre avantage de la différence, peut-être pas forcément apprendre le coréen, mais plus investir sur la manière dont fonctionnent les Coréens pour arriver à mieux travailler avec eux. Même question sur les ressources humaines. C'est vrai qu'un bon juriste peut avoir une fibre RH, mais ça s'apprend. Comme la vente, ça s'apprend pour les avocats, comme le droit, ça s'apprend, bien entendu. Là, il y a peut-être demain la nécessité d'armer plein d'autres corps de métier et de pouvoir, dans des organisations assez larges, les absorber, et donc ils aient envie de venir travailler avec nous. Alors, ça va assez loin. C'est une discussion avec, il y a une vingtaine d'années avec un associé fondateur d'un cabinet américain de 150 personnes. Un petit cabinet, pour le gars, Boston, Washington, New York, Toulouse. Et je lui disais, mais pourquoi pour toi, quel est l'associé qui est le plus important pour toi? Et il me regarde, il me dit, en fait, le plus important pour moi, c'est pas un associé, c'est mon CTO, c'est-à-dire mon responsable de la technologie et de l'informatique. C'était il y a 20 ans. Et il disait, lui, j'ai confiance, lui, je sais ce qu'il sait faire, lui, il m'a appris plein de choses. Un associé de MNL, je mets des dollars sur la table, il viendra. Alors que lui, il est irremplaçable. Et en fait, c'est peut-être ça demain qui nous attend, c'est d'arriver du coup à faire une place à ces corps de métier qui vont être différents et peut-être mieux faire que les cabinets multidisciplinaires où même si on arrive à associer sous une grande enseigne des consultants, des auditeurs, des avocats, déjà
modèle a l'air d'être un petit peu compliqué à vivre, si j'ai bien compris l'actualité récente. Mais surtout, en fait, il faut qu'il y ait une véritable communauté d'intérêt qui va au-delà de l'enseigne, qui va au-delà du partage de l'argent. C'est le plaisir de bosser ensemble. Et le plaisir de bosser ensemble, c'est le plaisir d'être égal à égal et au-delà de l'association, qui est un élément important, puisqu'on partage l'avenir du navire, c'est d'avoir une vraie communauté de métier, une vraie communauté de travailler ensemble. Moi, je travaille aujourd'hui avec des spécialistes de M&A qui sont des anciens spécialistes de fiscalité qui étaient chez et ils sont super bons en M&A parce que le droit des affaires à haut niveau, il faut de la fiscalité, de même que la fiscalité à haut niveau, les 15 fiscalistes qui sont ici pourraient faire une corporate toute la journée parce que c'est nécessaire. En fait, comment est-ce qu'on arrive du coup, alors est-ce qu'on peut le faire à plus de 200, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut le faire au niveau international? On peut faire de l'international, c'est ce qu'on fait, mais c'est peut-être plus complexe à faire. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on attire ces talents et que du coup, demain, on puisse avoir un associé informaticien. C'est possible avec les structures Macron. Il faut juste avoir la volonté de le faire et du coup, de ne pas parler de manière condescendante parce que quelqu'un n'est pas avocat. Mais comme on le fait avec quelqu'un qui n'est pas expert comptable. Moi, j'ai passé mon expertise comptable parce que j'ai compris pendant 15 ans en travaillant avec des experts comptables que si j'en étais pas, j'étais un support parce que je n'étais pas HEC. Je trouve que c'est prétentieux de faire changer les codes. C'est beau, mais je ne dois pas être révolutionnaire. Donc, il faut utiliser les codes et après faire changer l'intérieur. Ouais. Alors après, ça dépend des causes. Parce que là, je suis en train de dire, en gros, il faut collaborer pour changer le monde. C'est quand même un petit peu tendancieux. Vous pourrez vous faire si vous voulez. Mais je pense que c'est ce qu'on fait avec Droit comme H. Oui. On prend des talents qui sont en situation de handicap et on montre aux entreprises et aux cabinets d'avocats ce que peut être une réalité. Alors oui, comme on dit certains, on fait des choses faciles. On prend des jeunes qui de toute façon réussiraient. Enfin, sauf que quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont heureux, ils n'ont pas à se cacher. Aujourd'hui, c'est plus facile de parler de sa sexualité dans l'entreprise ou en cabinet d'avocat que de son handicap. Alors qu'en fait, vous avez 80% de handicap invisible et à peu près une personne sur deux dans les jeunes générations qui sera touchée par le handicap. Il faut apprendre à vivre avec. C'est tout ça, en fait, qui nous attend, c'est ce beau chantier. C'est une attractivité pour des gens différents qui sont en situation de handicap. Oui, d'ailleurs, on en côtoie, je pense qu'on ne sait même pas, en fait. Exactement, mais on ne le dit pas parce que la normalité, c'est ce que veulent les parents et je comprends, j'ai été à leur place. Vous voyez, le fil conducteur, c'est si j'ai servi à quelque chose une fois dans ma vie, j'aurais fait le job, quoi. C'est peut-être ça, finalement. Voilà. Être utile. Être utile, ouais. Alors, lors de ce 4e Grenelle-là dont on a parlé, il a été aussi question d'adaptabilité des juristes. C'est pas grave. On a le temps. Est-ce que vous trouvez que la génération Z est plus adaptable et en quel sens? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Alors, on va commencer par les choses simples. Le digital. Moi, ça me fait marrer quand on dit, je prends un jeune parce qu'il faut qu'il soit digital natif, donc qu'il saura faire le digital à ma place. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix. Un jeune digital natif, en fait, il s'est commandé une pizza avec un smartphone plus vite que vous. Après, dans les écoles d'avocats, ils rêvent de porter la robe. Et je comprends, moi. C'est beau de porter la robe. C'est super, elle est plus je pense qu'ils sont différemment adaptables. Si vous regardez la carrière que nous avons eue, alors je suis plus âgé que vous, chère Delphine, on s'est pris quand même quelques G. Moi, j'ai eu les premières implémentations d'SAP. Je pense qu'on n'avait pas compris qu'on rentrait dans un produit informatique et le produit informatique ne s'adaptait pas à eux. C'était un petit changement quand même. Le jour où Internet est arrivé à grosse dose, puisque moi j'ai connu le fax avant Internet, c'était à la fois une révolution en termes de temps et le bonheur de ne plus changer le papier du fax, mais aussi de ne plus voir la personne qui portait les fax et qui venait nous voir très gentiment. Et donc, on a tous eu nos ruptures, nos manières de travailler différemment. Je pense que dans nos générations, la découverte de l'international, moi, je suis rentré chez Ernst & Young, c'était vraiment pour voyager et découvrir l'international. Et j'ai eu 30 ans où j'ai eu des opportunités totalement incroyables. C'est vrai que ces jeunes générations, je mets à part peut-être la génération Covid qui n'a pas connu cet international,
Mais je me souviens de jeunes collaborateurs, quand je voyais les CV arriver, Singapour, Tokyo, Amérique du Sud, enfin, j'étais impressionné de la gourmandise. Et pourtant, quelquefois, j'étais assez surpris, parler d'international tout à l'heure et d'interculturel, de la manière dont ces expériences les avaient enrichis ou pas. Et la manière dont ils pouvaient enrichir le modèle que nous avions et le changement qu'on devait faire demain. Et il y avait peut-être un goût pour le changement qui était malgré tout encouragé. Nous, le goût du changement, c'était la révolution et c'était la politique à la fac, hein, parce que moi, c'est ce que j'ai connu, il n'y avait que ça. Les syndicats étudiants étaient des syndicats politiques et puis il n'y avait rien d'autre à la fac. Aujourd'hui, vous avez des étudiants entreprises, vous avez, enfin, la fac a des labs, ça ressemble un peu à une école de commerce, sauf que ça coûte 230 balles, donc c'est un petit peu différent, mais c'est pas forcément ce qu'on a connu, mais on doit retourner à la fac pour voir ce que c'est quand même. Et du coup, ces jeunes, ils sont prêts à changer, sauf que les boutons ne sont pas les mêmes. Alors, il y a un rapport au travail, toujours un rapport au travail. Rapport au travail, enfin, moi, si votre père, votre mère, après 30 ans de bon et loyaux service, prennent un employeur, se retrouvent, famille, côté, et remercier, même poliment, même avec du pognon, alors qu'ils étaient engagés pendant 30 ans, ils nous ont parlé de leur entreprise avec enthousiasme, je comprends qu'ils aient du mal à faire confiance à l'entreprise. S'ils ont la possibilité, moi, il y a une chose que j'adore, c'est qu'ils questionnent. Il y a des fois, il ne faudrait pas... Sans filtre. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut tout oser. Enfin, comme moi, si j'ai bien compris, on n'a pas osé mettre notre CV dans ce cabinet hyper respectable. Je ne me sentais pas digne de ce cabinet. Quelle connerie, en fait, sur le fond, parce que vous voyez vos potes qui, eux, n'avaient pas eu les mêmes états d'âme, qui sont devenus associés. Est-ce que c'était mieux pour nous ou pas? Je ne sais pas. Mais c'était comme ça. Sorti. Oui. Ça. Voilà. Mais c'est quand même un petit peu une perte d'une chance. Et là-dessus, ils ont un avantage incroyable. C'est qu'ils peuvent avoir de gourmandise. Ils ont un accès à l'information qu'on n'avait pas forcément. Donc, ils peuvent... Est-ce qu'ils s'en servent bien aussi de cette... c'est peut-être à nous de les aider parce que l'obésité de l'information, c'est un vrai problème. C'est un vrai sujet. Et donc, dire ils ont l'information, ils ont qu'à se démerder, je ne suis pas sûr que ce soit Je suis assez d'accord. Il faut qu'on les aide. Alors, il y a un challenge, ça c'est certainement le prochain combat, c'est certainement l'intergénérationnel, la difficulté en fait que l'on peut avoir. Alors, est-ce que c'est dans la manière dont on le fait? Mais quand on fait des remarques sur le travail, je suis toujours étonné, et c'est aussi valable à la fac que dans le travail, de la mauvaise perception qu'il peut y avoir de ce conseil. C'est-à-dire, c'est un peu pris comme une remise en cause. Mais j'ai fait tout, professeur, monsieur, maître, j'ai tout fait bien et tout. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est pas bien maintenant? Et on essaie d'expliquer pourquoi, et c'est pris comme une remise en cause. Et en fait, non, on ne passe pas un diplôme pour ensuite avoir le job. C'est pas exactement comme ça. C'est un petit peu ce qu'on leur a peut-être vendu, de dire, peut-être tu vas bien, donc tu vas avoir le job. Aujourd'hui, en fait, on est sur des phénomènes d'employabilité, ce qui pose de vrais problèmes pour les ressources humaines. Et alors, chez les avocats, je pense que ça va être de vraies questions de demain. C'est qu'est-ce qu'on met derrière l'employabilité? Faut peut-être qu'on soit plus fin dans notre manière de faire grandir les jeunes, peut-être dans notre manière de dire les choses. Ce n'est pas d'une grande délicatesse, donc je ne dis pas. Je pense qu'on a été éduqué dans une certaine dureté, un côté combattant, un côté Jeanne d'Arc, un côté le courage, la force. On vient de ça. Après, on est dans des générations de grands combats, pour, dans certains États, le vote, pour l'avortement, pour toutes ces choses-là. Ces combats, les jeunes de cette génération n'ont pas forcément eu à les assumer, mais ils en ont d'autres. Ils en ont dans toutes ces choses-là, la reconnaissance de leur sexualité ou de leur choix. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez déstabilisant, que je reconnais, moi. Parfois, j'ai un peu de mal à comprendre la conséquence sur le fonctionnement de l'entreprise, des mouvements de diversité, de certains mouvements de diversité, en termes de productivité, d'organisation, mais parce que dans mon éducation, peut-être que c'était très ouvert, j'ai du mal à comprendre. Les entreprises peut-être expliquent ce qu'on attend des juristes, ce qu'elles attendent des juristes.
Alors, il y a un quart des entreprises qui vont pouvoir l'expliquer sans problème. Hein. Quand on fait des observatoires, vous avez vraiment un quart des boîtes qui donnent des moyens à leurs juristes. Vous avez un niveau d'intermédiation, vous avez une participation de COMEX, vous avez la légitimité de certains juristes à parler d'autre chose que du droit pendant le COMEX. Hein. C'est vrai que ça c'est un quart de la population. Après, alors, il y a des choses qui font peur. Discussion avec un directeur financier il n'y a pas très longtemps, il m'a dit moi, en fait, non juriste. En fait, moi, depuis que j'ai un compliance officer, ma vie a changé. Mais tu avais un juriste avant. Oui, mais en fait, quand la FA vient, mon compliance officer me sert à quelque chose parce que, voilà, on a tout bien fait, il y a toute l'éthique avec les cadres et tout, il y a la carto et tout ça. Ça, c'est du droit utile. Et là... C'est-à-dire que ce que faisait le juriste, c'était du droit inutile? Pas compris, en tout cas. En tout cas, pas, oui. En tout cas, pas compris. Mais du coup, il n'a plus de juriste? Il a que Non, il a toujours un juriste, sauf qu'il a une passion pour son compliance officer. Il ne doit pas avoir le même budget que son juriste, je pense. Bon, on va revenir un peu à l'innovation, parce que vous avez co-créé, vous l'avez dit tout à l'heure, le DU Transformation Digitale du Droit et Legal Tech, je crois, c'était en 2018. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans, bon, bah, je me suis un peu trompée, c'était en 2017. 2017. Alors, c'était quoi l'objectif au départ du DU? Il y avait un objectif opérationnel, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais chez EY et je voulais monter, donc j'avais vu pour les États-Unis la vague digitale, ce qui est en train de bouger. Et donc, j'avais la conviction que notre marché de demain passait par le digital et la création de postes, de profils, le recrutement de profils. C'est comme ça que j'avais rencontré Arthur Sauzet, d'ailleurs, à l'époque, de profils qui permettraient aux avocats d'accompagner cette transformation digitale, d'utiliser le digital et surtout de permettre à leurs clients de plus facilement utiliser le digital. Mon job, c'était les clients de demain, donc qu'est-ce qu'on va faire à 5 ans, hein, c'est pas facile. Hein, dans un grand paquebot, vous ne trouvez pas forcément les compétences. Et donc, très sincèrement, très honnêtement, j'avais besoin de 10 personnes qui soient capables de jongler avec le droit, l'organisation, le digital, peut-être ce qu'on appelle un EgalOps aujourd'hui finalement. Et il n'y avait pas ça sur le marché. Alors, il y avait des êtres un petit peu bizarres qui étaient double formation, fac de droit, école de commerce. Et en fait, on me voyait en me grattant un peu qu'ils avaient fait la majeure finance. En fait, ils n'avaient pas forcément fait de parcours grande école, mais un master spécialisé qui est certainement de très bon niveau, sauf que vous avez 6 mois de stage, 6 mois d'enseignement, et dans les 6 mois d'enseignement, on met encore beaucoup de droit, pas forcément assez de management, et surtout quand on met du management, de la strat ou du marketing, en fait, on met les cours de la grande école, ce qui est super sympa. Moi, j'ai le lancement des couches pilotes, j'ai adoré. La seule chose, c'est qu'avec le droit, c'est pas évident. Et en fait, on est visiblement sur le marché très peu de spécialistes du marketing du droit, qui est un truc à part. Hein. C'est à combiner de marketing de services, de grandes consos, parce que quand on est diffusé en interne de l'entreprise, c'est des techniques de grandes consos. Et puis, les codes du droit, et honnêtement, si vous n'avez pas été avocat, vous avez un peu de prendre. Donc, c'est vrai, comment est-ce qu'on trouve ces profils? Et on s'est dit, le diplôme universitaire, c'est bien parce que en fait, on fait ça en plus. Oui. Donc, en plus du droit, en plus des ingés, donc on avait, même dans la maquette initiale, il y a toujours une semaine d'acculturation. Donc, en fait, une semaine d'acculturation, c'était quoi? C'était prendre les juristes et essayer de leur donner un peu d'éléments de jargon, de curiosité, et d'aller voir avec modération des clous avec des ingénieurs le soir pour voir qu'en fait, c'était pas que des garçons et qu'ils n'avaient pas tous des boutons. Côté ingénieur, dans une autre case, leur donner 2-3 rudiments de droit et leur dire que ce qu'ils avaient appris à l'école, le droit des brevets, le droit de la propriété intellectuelle, ça pouvait être très chiant, mais quand même, demain, ça pourrait protéger leur pognon d'eux. Donc ça, c'est pas mal. Créer des boîtes, on ne pouvait pas le faire si on ne savait pas faire le droit. Et puis alors, surtout, il y avait tout un tas de trucs dans leur business qu'ils faisaient du droit sans le savoir. Et qu'en plus, à la fac de droit, il y a plein de gens qui sont sympas, qui savent aussi boire des bières avec modération. Et donc, comment est-ce qu'on peut mixer ces populations en les ayant préparées? Oui, c'est important. C'est important. Mais c'est important. Les gens sont comme ils sont. Après, c'est à nous de
d'essayer de les faire évoluer. Deuxième chose, là c'est une conviction perso, peut-être une frustration que je ne m'aime pas, c'est que l'entrepreneuriat est la meilleure solution, je trouve, pour s'acclimater au changement, pour prendre des risques, pour être capable d'être game changer, en fait. Et l'idée, en fait, c'est que toute la maquette a été faite pour qu'en bout de course, et l'examen de sortie, c'est ça s'appelle le technodroit. Aujourd'hui, mais au départ, c'était juste un concours de sortie interne. Alors, c'est vrai que quand on a choisi notre jury, on a la chance, on a été créé au début des Ligatech. Et en fait, c'est pas qu'on était intelligent et sympa, c'est que les gens qui créaient des Ligatech, ils avaient besoin de gens qui ne trouvaient pas sur le marché de l'emploi. Ils se sont dit, tiens, c'est pas con, on va aller chez eux. Et du coup, on va accepter de faire des conférences pour pouvoir faire notre marché. Donc, on a tous les créateurs des Ligatech iconiques qui, au départ, venaient faire leur marché chez nous et qui, en plus, sont restés pour faire des enseignements. Et l'idée, en fait, c'est, vous venez, vous avez une idée, vous n'avez pas d'idée. Il y a des gens qui n'ont pas d'idée. Et c'est pas grave, ils savent faire. Et moi, je connais plein de gens qui ont des idées, mais ils ne savent pas faire. Si on arrive à mettre ensemble des gens qui ont des idées qui savent faire, vous savez, c'est comme si on mettait un jeune et un vieux ensemble, un handicapé, un valide et tout. Si on savait travailler en binôme, on serait la roi du monde. Et du coup, on s'est dit, on va mettre ensemble ces gens, donc les gens qui ont des idées, des gens qui savent faire. Donc, dans la sélection, c'est un peu de tuning que l'on fait avec Bruno Defap. On va essayer de mixer les cultures. Et puis, on va leur dire, voilà, vous avez un projet de changement, de transformation digitale de votre direction juridique, de transformation digitale de votre cabinet. Voire un projet de Ligatech, vous venez et vous avez 12 mois où on vous aidera à faire votre projet. Donc, elle vous montrera, il vous fera rencontrer des potes, déjà. Il faut qu'ils viennent avec un projet, c'est pas vous qui amenez le projet. Ben non, il y a des gens qui arrivent sans projet, mais ils acceptent d'être doueurs, entre guillemets. D'accord. Bon sens. Okay. Et il faut qu'on ait un équilibre entre les gens qui arrivent avec des projets. Oui, donc c'est à vous de faire une sélection un peu fine. De sentir et de se dire, voilà, il y a le bon équipier. Enfin, le bon équipier, ça n'a pas pris. Ah ça c'est sûr. Bon associé. Mais il faut exécuter après. Hein. Et puis, c'est pas que le rigolo, et pourtant, c'est 90% de la réussite. Donc voilà, c'est bon signe, ça veut dire que la fac, en fait, est capable de voir des choses un peu différentes à son bord. Pareil, il faut se faire tolérable, faut la réussite. Et aujourd'hui, Stéphane Braconnier nous adore. Et on est en train de travailler avec les faits sur ce rapprochement sur un diplôme, et on est certainement à la pointe de tout cela. Et c'est parce qu'il y a 7 ans, on nous a laissé faire. Donc, il ne faut pas arriver en disant... oui, le roi du monde, je sais faire. Oui. Il faut arriver en disant comment l'université, avec les contraintes qu'elle peut avoir, comment je peux lever. Et au départ, c'est un peu donner de sa personne. Et puis, vous apportez quelque chose, vous apportez une idée. Donc, c'est vrai que l'idée du DU, elle était un peu perchée. J'ai fait avec Bruno Defap, parce que Bruno est un prof agrégé, reconnu, une référence. Et puis, Bruno, comme il a vu ce que je faisais, il m'a invité dans son labo. On a vu qu'il y avait des choses complémentaires. On a travaillé ensemble sur le marché du droit, parce que j'ai une culture sur le privé qui est un peu différente, et lui a une culture sur le coût de la justice et tout ça qui est totalement incroyable, et puis connaissance que j'ai pas. Et en fait, on a vu comment travailler ensemble, et puis la fac a vu comment on travaillait ensemble, et puis finalement, elle a dit, oui, pourquoi pas. Donc, voilà, prof associé, et on a continué notre chemin, on a fait notre petit truc, on l'a fait au bon endroit. On n'a pas dit, mais les juristes, vous ne comprenez pas que le monde est en train de changer. Non, laissez-nous juste faire un truc, on ne fait pas de droit, on fait juste un projet d'entreprise, on va travailler sur un certain nombre de skills comme la gestion de projet, on va faire l'économie du digital, et puis après, discrètement, on a fait l'économie du digital et du droit, on a fait l'économie du droit de l'autre côté, et le marché du droit. Et puis, à un moment donné, quand vous avez les 2 personnes qui animent les 2 cours, qui se connaissent bien, qui travaillent ensemble en cachette, en gros, et qui ensuite travaillent ensemble au sud de tous, et qui après sont interchangeables sur les cours, voilà, vous avez fait le truc. Alors oui, ça a peut-être pris 5 ans. Mais on l'a fait. Mais le but, oui, c'est une belle réussite. Le but, c'est aussi de grossir, ou vous voulez vraiment rester petite équipe, entre guillemets, ou des petites promotions c'est quoi votre but? Il faut pouvoir bien s'occuper des gens.
C'est vrai qu'entre 20 et 30, vous en occupez bien, vous pouvez les placer, vous pouvez leur faire rencontrer du monde. Si vous arrivez avec 100 personnes pour faire rencontrer un patron de LegalTech, vous n'avez pas la même interaction, vous n'avez pas le même rapport. Donc, je crois que la taille, hélas, est un petit peu de la qualité que vous allez avoir. Oui, garder l'humain. Voilà, à un moment donné, il faut quand même de l'humain. Donc, je crois qu'il y a ces éléments. Deuxième chose, il y a des évolutions de maquettes et des besoins qui sont quelquefois différents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parlera certainement de LegalOps parce que je sais que ça me tient à cœur. Moi, c'est vrai que ma conviction, et c'est peut-être le rôle de la fac, il y a deux choses. Il y a un, comment on prépare les jeunes demain. Aujourd'hui, LegalOps, c'est un métier. Moi, ma conviction, c'est que demain, c'est une compétence. C'est-à-dire, avoir un LegalOps dans une équipe de 100 juristes, il n'y a aucun problème, on peine et tout, et il fera le change management de l'intérieur. Et déjà, au niveau de la direction juridique, il a de boulot. Et après, se prendre l'entreprise. Et puis, ses talents qu'il a, il va pouvoir les essayer. Mais après, pour moi, demain, j'ai des entreprises comme avocat, d'ailleurs. On doit tous avoir les compétences de LegalOps. Et donc, c'est vrai que la réflexion aujourd'hui et l'action prochaine, c'est d'avoir un DU compétences LegalOps qui va permettre de préparer ces jeunes générations, pas à un métier, mais à une compétence, à des compétences. Oui, des compétences, en fait. Et qu'on retrouve pour partie dans le DU, là. Il y a la partie, bien entendu, gestion de projet. Il y a la partie entrepreneuriat, parce que, il faut du courage pour faire ce que vous faites. Et puis, il y a des choses qu'on n'avait pas faites, qui s'apprend, et qu'on n'avait pas intégré parce que on n'avait pas la place dans la maquette, c'est le change. Change management, ça s'apprend. Il y a une chose sur laquelle on a été un peu, je ne dirais pas négligent, mais on le gère finalement, mais la communication, en fait, faut faire. Les business plans, en fait, on le faisait, mais faut qu'on le fasse encore mieux. Donc là, on est en train de renforcer dans le DU transformation digitale de LegalTech avec Rémi Ramandou, donc il a l'habitude de travailler avec des fonds, fait pitch et tout. Donc là, on va vraiment renforcer cette partie-là parce que je trouve que les business plans, alors c'est mon côté expert comptable, sont quelquefois un petit peu... ok. J'allais dire léger, mais carrément. Ouais, bah oui, parce qu'il faut qu'ils gagnent de l'argent, même si on fait du pro bono, on doit gagner de l'argent et il faut qu'ils se payent. Donc là-dessus, il faut être un petit peu plus exigeant. Et puis... Est-ce que vous avez mis du legal design? Du legal design, il en a depuis l'origine. La chance extraordinaire de rencontrer Marie Potel. Oui. Et elle est en binôme avec Julie Saint-Auguste. Donc, vous avez la Rolls de l'innovation et du legal design dans des... Ouais, c'est génial. Je ne suis pas objectif, mais c'est un bonheur. Et moi, je suis encore écouté parce qu'à chaque fois, j'apprends des trucs. Alors justement, parce que là, on est en plein dans LegalOps, innovation. Qu'est-ce que c'est pour vous une direction juridique innovante? Ça veut dire quoi? Parce qu'on entend beaucoup ce terme. C'est comme l'UVS augmenté. En fait, dans les services, la difficulté de l'innovation, en fait, c'est que c'est très souvent de l'innovation incrémentale. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas connaissance de cabinet de conseil ou cabinet d'avocats, direction juridique, avec une direction de la recherche, du développement. Alors c'est vrai qu'on a une vue en France un petit peu blouse blanche de la recherche et développement et de l'innovation. Donc la manière, qu'est-ce qu'on met derrière l'innovation? Moi je trouve que la bonne expression de l'innovation, vous la trouvez chez Ubisoft, où il y a un département d'innovation dans la direction juridique, à ma connaissance, c'est le seul en France. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, dans les lignes, ils regardent qu'est-ce qui est à valeur ajoutée et stratégique pour l'entreprise avec du droit. Et ça, ils travaillent dessus. Et ils ont l'honnêteté, le courage, je ne sais pas comment on peut le dire, mais de dire qu'il y a des éléments de droit qui, pour l'entreprise, comme pour la direction juridique, doivent être poussés chez les opérationnels, et c'est même nécessaire que les opérationnels s'en saisissent, parce que ce sont ceux qui risquent de faire des bêtises, et on ne peut pas mettre quelqu'un derrière. En fait, c'est simplement, on pourrait dire, innover aujourd'hui, ce serait arriver à s'assurer de la performance des départements, ce qui n'est pas vraiment une innovation. Les financiers font ça depuis 20 ans, 30 ans.
Et pourtant, on ne parle pas d'innovation dans la finance. Ouais, dans la finance, oui. C'est dans le flux de l'innovation. Donc, peut-être qu'il est nécessaire de parler d'innovation pour dire aux juristes, mais comme on l'a dit sur d'autres compartiments, on ne fait pas que du droit. Autant aux juristes, d'ailleurs, qu'à l'entreprise. Oui, je suis d'accord. Autant aux juristes qu'à l'entreprise, vraiment. Un des combats qu'on devra avoir, c'est d'aller voir des associations de DRH pour leur expliquer qu'en 5 ans, un bon juriste est un manager. Et après, il faut que le juriste accepte et que l'organisation accepte, au bout de 5 ans, de faire peut-être autre chose que du droit. Au départ, il faut apprendre les bases. On ne construit pas sur du simple. Et c'est vrai que les 3 premières années de fac, quand on me dit, il y a eu des dialogues à un moment donné sur LinkedIn, sur la fac, elle ne change pas, pourquoi dès la première année, on n'apprend pas la gestion de projet aux gamins et tout. Attendez. Des bases très solides. Oui, déjà des bases très solides, je suis d'accord. Nous faisons les droits et puis après, on fera le Tagada soin. Mais pour l'instant, il y a quand même... Oui, mais le Tagada soin, il n'est même pas, il n'est pas encore en M1 ou M2, hein, il est après, en général. Non, mais ça c'est peut-être une question. Voilà. Non, mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Pour moi, sur M1, M2, surtout avec la réforme LMD, voilà. On peut faire des choses qui sont assez sympas. Où maintenant, la fac est tout à fait ouverte et organisée pour que les étudiants fassent des césures entre le M1 et le M2. Ça se faisait pas du tout. Hein. C'est une révolution. Enfin, voilà. Impensable. Quand vous alliez faire une fac à l'étranger, dans certaines universités, vous étiez suspect. Vous n'aviez pas subi le deuxième semestre de la 3e année. Pas forcément celui qui est le plus structurant, mais si dans beaucoup de facs, c'est le seul où on fasse de la fiscalité, on puisse la découvrir. Donc si on ne fait pas ça, on fera jamais une fiscalité de sa vie. C'est dommage. Mais voilà, c'est... L'innovation dans une direction juridique, c'est soit on a les moyens, comme chez Ubisoft, il y a Cybersoft quand même derrière, ils ont des vraies têtes cherchées. Et ils ont des gens qui n'ont pas fait le droit. Oui. C'est aussi ça, la multidisciplinarité, le secret. Hein. Et c'est aussi dans les Legal Ops. On va parler des Legal Ops. C'est le secret de Cécile, c'est le secret de la directrice juridique de dire, mais moi, j'aide tout le monde. J'ai besoin d'autres talents. Autres. Exactement. Ouais. C'est cette diversité qui fait notre richesse. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut le rechercher aujourd'hui. C'est pas, voilà, faut aimer ça. Il faut être curieux, moi, je trouve que c'est d'une richesse incroyable et du coup, c'est infini. Pour vous, quel est justement le rôle que peut prendre le Legal Ops dans l'évolution, la transformation d'une direction juridique? Aujourd'hui, ils ont un job qui est horrible. C'est un peu, alors, je vais dépayser le débat, je vais mettre chez fiscaliste. Les fiscalistes, il y a des points, on les rencontre le jour du contrôle fiscal. Ouais, c'est moyen. C'est assez mauvais. Et donc là, s'ensuit une période de 18 mois, Bastille et Rustine, cierge à Sainte-Rita, on recommencera jamais. Et alors après, suivant les boîtes, il y a des fois on recommence jamais, et puis il y a des fois on donne les moyens aux fiscalistes et tout ça, et puis après, si on se prend un pain un peu important au niveau financier, le directeur financier va gueuler et va donner les sous aux fiscalistes, on va remettre les choses. Voilà. Et du coup, les fiscalistes, qu'ils ne feuillent pas, ils ont un peu évolué avec les financiers, avec les tuyaux des financiers. Donc, ils ont été un peu portés par les projets et ils ont cette culture commune, cet échange commun, ce but commun qui fait que... Et on se refait ensemble. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu... mais vous allez me raconter, parce que vous êtes beaucoup plus experte que moi. On est dans la merde. Il faut absolument qu'on digital. Liste. Ça fait chier. On ne sait pas faire, on n'a personne. On n'a pas le temps, surtout. On n'a pas le budget pour un stagiaire qui ferait le digital. C'est pas très sérieux quand même. Donc, on va prendre un Legal Ops. Plutôt, on va en louer un pour voir comment ça fait au débat. Et puis, si on a les moyens, on va en reprendre un et ainsi de suite. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans certains endroits. Soit vous avez la culture comme chez Total, où depuis 15 ans, ils font ça, mais parce que c'est culture d'AG, c'est pour avoir travaillé il y a très longtemps avec ce groupe, c'est une machine à innovation qui est totalement incroyable. Et puis, moi, je me souviens d'une interview qu'on avait faite avec Philippe Cohen de l'MJE pour une des restitutions de l'Observatoire des directions juridiques de Thierry Desmarais qui racontait
je ne sors jamais sans mon juriste et mon financier. Et donc, on avait l'impression de M. Desmarais avec ses 2 bodyguards. Il était extrêmement sincère quand il disait ça. Après, du coup, c'est vrai que c'est bien parce que les gens ont besoin, ils vous appellent. Après, c'est un peu en cas d'urgence briser la glace. Et quand je vois le succès de Olivier et ses équipes, la manière dont Canap et sous pression, sous l'eau, et simuler sa belle, c'est un peu compliqué. Jonathan qui va faire son marché à Francisco. les Anglais qui commencent à regarder le marché, même s'ils trouvent que ça ne paye pas assez, ce que je peux comprendre. Il se passe quelque chose. Oui. Après, est-ce que c'est une solution passagère en se disant, bon, on met en place notre contrat tech, on la digitalise, et puis, ah bah tiens, oui, c'était vrai. Ah, la segmentation des contrats, bah, c'était jamais posé la question, dis donc. Mais vu le nombre de contrats qu'on a, il va falloir que quelqu'un s'y colle. Mais bon, une fois qu'on a fait l'étude, après, j'ai peur que dans des entreprises, soit un petit peu le passage d'un consultant. Et puis après, une fois qu'il sera reparti, s'il n'y a pas les connaissances nécessaires, s'il n'y a pas la curiosité... Il faut un pilote, hein, après aussi. Vous savez, pour moi, c'est un peu comme les contrats d'externalisation. J'ai eu la chance de faire ce genre de sport. J'expliquais toujours, et les gens ne comprenaient pas, je crois, que c'est pas parce qu'on externalise que ça coûtera moins cher et qu'on s'en lave les mains. En fait, on va devoir gérer un provider, on va gérer un contrat plutôt des femmes et des hommes, alors ce qui peut être plus sympa, hein, si on préfère les contrats, mais qui est tout aussi compliqué parce que derrière le contrat, il y a des femmes et des hommes, et vous remettez votre avenir entre les mains de gens qui doivent être des bons professionnels, qui doivent avoir une usine à faire ce que vous faites, qui n'est pas votre cœur de métier. C'est vrai que chez Zanon, le cœur de métier, c'est l'eau, c'est le yaourt, c'est tout, c'est pas le droit et sortir des déclarations fiscales ou des contrats. Donc ça peut certainement être externalisé, mais il y a une attention et un intérêt à avoir sur ce que fait l'externalisateur, fait que c'est encore du boulot. Ben là, c'est un peu pareil. Je pense qu'il faut se faire à l'idée que c'est une manière de travailler différemment au débat que l'on épouse lorsqu'on invite un Galops à cette année. En tout cas, si on ne fait pas pour ça, il y a un problème si on ne fait qu'avec la rentabilité derrière. On est très dans la solution assez court terme pour l'instant, alors que je vois par rapport aux États-Unis, le Legal Ops, il va être vraiment intégré à la stratégie de l'entreprise. Oui, mais parce que c'est un poste à part entière, alors qu'effectivement en Europe, ou en tout cas en France, on est encore beaucoup sur des missions. Oui, parce qu'on est sur des questions de rentabilité, de choix, est-ce que je fais moi-même. Quand je dis stratégie, c'est aussi intégrer à la mission du Legal Ops la vision de l'entreprise globalement, et de ses missions, de ses valeurs, et donc c'est pas juste faire de la stratégie juridique. Et donc là, il faut vraiment quelqu'un qui soit sur le long terme, c'est pas juste... Non, alors je me suis bien exprimé, quand on fait de la stratégie juridique, elle bord seule, hein, on ne fait pas du droit contre droit, ou alors... Non, bien sûr. Mais là, c'est comment est-ce qu'on l'intègre dans l'entreprise. Il y a aujourd'hui des gens qui ne soient plus familiers de l'expression de cette stratégie, parce que c'est ça aussi. Hein, on n'a pas tous l'habitude d'avoir des budgets. Exactement. Voilà, c'est aller des Oui, c'est un exercice. Oui, c'est un vrai exercice. Ouais. Du coup, cette partie de stratégie, on est un peu mal à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne connaît pas l'icône, on n'est pas passé par des écoles de commerce, on nous apprend ce qu'est la strat, comment est-ce qu'on l'exprime. Donc ça, c'est un premier élément. Et la deuxième chose, c'est que le Legal Ops soit là pour aider le directeur général à faire ça. C'est un job. Hein. Aux États-Unis, en fait, quand vous regardez la maturité des General Counsel, et c'était la conclusion du dernier observatoire des directions juridiques en 2022 avec De Gaulle et la FGE, c'était de dire, de bas, c'est le dernier appel pour prendre le pouvoir. Il faut pas que ça... Voilà, il ne faut pas que la mode retombe comme un soufflet, il faut vraiment prendre le pli et le... C'est pour ça, en fait, je trouve que ce que fait l'EDEC est génial parce que ça va permettre à des gens qui ont la fibre pour le faire, hein, parce que c'est pas facile, de se mettre à niveau. S'y intéresser. Deux casquettes. Voilà. Après, comment est-ce que ça va être compatible d'avoir deux casquettes? Oui, mais ça peut être un pas. On va avoir deux casquettes pendant un moment donné, et à un moment donné, voilà. Et puis à un moment donné, on va dire bon, j'en prends qu'une, là, ça suffit, parce que voilà, ça peut être une étape. Dans d'autres milieux,
avec d'autres moyens, peut-être que le Legal Ops pourrait être cette direction d'innovation juridique. Ce serait beaucoup plus parlant d'ailleurs. Il y a des fois où le marketing, faut se rappeler que ça prépare le business. C'est vrai. Et il y a des révélations de marché. Donc, on est certainement dans une révélation de marché. C'est que jusqu'à maintenant, en fait, l'organisation chez les jurys, à quoi ça servait? On n'avait pas forcément des volumes de contrats. En tout cas, on ne les voyait pas. On n'avait pas forcément des gens compliqués à gérer. La génération Z, ça va être génial parce qu'on va être obligé de faire le management. Ouais. Parce que si on n'est pas préoccupé. Et alors après, à la décharge du juriste, comment on se forme? Et quand je vois alors, à la fois la manière dont les budgets formation sont gérés et à la fois comment certaines directions juridiques ne s'occupent pas des budgets formation, je me dis qu'on a une manne dont on ne tire pas forcément avantage. C'est une vraie question. Enfin, la formation, la professionnalisation de la formation. On arrive presque au bout, pas tout à fait. Mais j'ai une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que vous pouvez me dire quelles ont été vos plus belles rencontres professionnelles? Ou les plus marquantes. Et pourquoi? Il faut en choisir. C'est énorme. Ah, mais c'est pas grave. Voilà, sinon ça va être. Donc, dites-moi combien de temps on a. Comme un registre très différent. Bon, alors vous en choisissez 3 et après vous pourrez citer tout le monde que vous voulez. Alors, c'est dur. Je ne veux pas faire démagogue, mais je vais citer, parce que c'est la plus récente, après vous, Louis de Gaulle. Je trouve que la vision qu'il a eue il y a 21 ans avec Henri de la France, de cette organisation, de cette fluidité, de ce choix, de ce courage, quand vous êtes associé, vous y installé, vous avez connu des grandes maisons et tout. Donc, ce côté entrepreneurial, ce côté d'amour de l'accompagnement des clients, d'acceptation de l'erreur. En fait, il y a une chose qui est incroyable dans le management de cette maison, c'est que, en fait, vous pouvez commettre une erreur si elle est utile pour l'organisation. Et si on en tire un enseignement, elle est tout à fait acceptée. Ça fait partie de l'expérimentation. Et je trouve ça intéressant. C'est comme encourager les jeunes à avoir leur clientèle et tout ça. Je trouve que c'est... Enfin, voilà, c'est une très belle rencontre. Et je trouve que c'est un projet incroyable et j'y prends extrêmement, vraiment beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est le plus récent. Pour pas faire de jaloux, je vais prendre le plus ancien. En fait, le plus ancien, quand j'avais 18 ans, je montais à cheval. Je faisais du dressage. Donc déjà, la différence, moi, mes potes, ils faisaient du concours complet, du saut d'obstacle, enfin des trucs qu'ils aimaient les filles. Ou les garçons. Mais du dressage, c'était un truc de marche. J'ai pas choisi. En fait, c'est que le cheval que j'avais, et j'avais le privilège d'avoir un cheval. En fait, on avait commencé à faire des complets, il avait des tendons qui avaient cassé. On avait commencé à faire des sauts d'obstacles, il avait des tendons qui avaient cassé, donc je pouvais faire que des dressages. Donc voilà, donc c'était un peu résolu, c'est pas un choix, mais j'ai trouvé beaucoup de choses. Et en fait, là, c'est dernier tendon qui casse, et là, plus de dressage. Et du coup, j'ai rencontré le docteur Devos, qui dirigeait les juges de la Fédération équestre française. Et il a fait confiance à un gamin de 18 ans qui avait peut-être du potentiel sur un cheval, mais là, qui se retrouvait à pied. Et il l'a ajouté dans les cabanes de juges. Et les cabanes des juges, donc quand vous avez des concours de dressage, en fait, vous avez 5 personnes, 3 personnes qui sont autour du rectangle de dressage, qui donnent des notes. Et donc, la moyenne d'âge, c'était plutôt 70 ans, ancien de saumure. Aujourd'hui, ce serait très mal interprété parce que c'était les mœurs militaires de l'époque, donc c'était assez rugueux. Les gens qui ont appris à monter à cheval à Saumur, dont je fais partie, s'en souviennent. Et tu avais un côté armé militaire qui faisait qu'à l'époque, en tout cas, on ne faisait pas attention, mais qui était extrêmement intéressant. Et le docteur Devos avait décidé de recruter 4-5 jeunes pour essayer de secouer le bousin.
Et donc, je crois qu'on était techniquement bon, sauf qu'on n'avait pas l'âge pour dire qu'on était bon. Et donc, la première fois où j'ai présidé un jury, je devais avoir à peine 20 ans, et j'avais à côté de moi des gens de 70 ans, 80 ans, avec une expérience, avec des carrières, avec des choses totalement incroyables. Ce qui m'apporte à l'humilité, mais c'est nous qui tenons la cloche, qui tenons le jury. Et donc, d'avoir tout fait pour, à un moment donné, être digne d'être là, être respecté, pouvoir travailler avec les autres. Et vous venez pas du tout de ce monde-là, vous êtes décalé et vous apprenez. Enfin, c'était un catalyseur de maturité qui ne m'a pas décontracté sur ma timidité et mon émotion, mon émotivité, mais qui en tout cas m'a fait grandir. Et ça, faire confiance à Docteur Rondier, maintenant, je te dis, Stéphane, et puis on était 4-5. C'est un truc incroyable, et je ne sais pas s'il est encore vivant, mais il m'a donné ma chance, et rien que pour ça, merci. Et puis, André Touboul, quand même, parce que c'était mon premier patron, que j'ai connu dans le milieu de l'équitation, et il m'a expliqué ce qu'était un client et ce qu'était un avocat. Et il m'a expliqué aussi que lui, comme il m'avait payé pour faire son stage, moi, je ne paierais pas pour faire mon stage, mais je ne serais pas payé. Je serais payé différemment. Mais il était un homme remarquable pour j'utilise encore des choses aujourd'hui en me disant une chose simple que je dis toujours aux élèves avocats, il faut être indispensable pour son client. Et s'il n'est pas indispensable, c'est pas le problème des clients, c'est un peu votre problème. Et alors, je voudrais citer Christophe Bocchini, de l'évêque, Bruno Dauphin, père de Barne 2, Daniel Vitry, mon prof d'économie de première année, qui m'a fait monter. Je ne racontais pas des crosses au élèves du droit. Il m'a vraiment fait monter dans l'amphi 1000 pour montrer à quel point je ne connaissais rien en économie. Il m'a humilié devant tout le monde. Et je m'en souviens encore. Et le rôle des soft skills, je peux vous dire que ça a été marquant. Le professeur Delvolvé, l'homme incroyable, qui avait une carte de visite d'un côté, le plan de son cours, de l'autre côté, les grands arts et la jurisprudence administrative. Samedi matin, retour de fête de Versailles, en smoking, on s'est pointé, et tout, il nous a accueillis, on s'est fait 2 heures de droit administratif. On a esquiché après. Mais cet homme incroyable. Et là, il a appris ce qu'était laboratoire. Il est incroyable. Pas forcément la plus séduisante, et il a réussi à faire des choses incroyables. Benoît Dumontet de l'EDAC, qui s'est transformé, a transformé cette école d'avocat, est venu 5 minutes pour montrer son programme et est reparti au bout de 2h30. Et le début d'une promesse d'amitié. Gabriel Gallet qui m'a fait rentrer chez Ernst et qui j'espère n'a pas eu de regret. Et j'ai vécu pendant 30 ans de très belles histoires en changeant de métier tous les 5 ans d'un endroit, en étant entrepreneur sans prendre les risques. Quand même. Voilà, Denis Berman, l'associé avec qui j'ai bossé, déchaîné, hélas, c'est quelqu'un d'adorable qui était HEC, mais qui n'était pas expert comptable. Malgré ça, on lui rappelait qu'il n'était pas expert comptable. C'est lui qui m'a motivé pour passer mon expertise comptable. C'est lui qui m'a permis d'organiser les jobs. Il m'a donné 5 semaines pour écrire mon mémoire d'expertise comptable. Denis, si tu nous entends là-haut, je t'aimerais toujours parce que tu es un homme extraordinaire. La deuxième chose qu'il m'a appris, c'est à négocier des budgets. Chaque fois que je rentrais dans un bureau, il me disait « Stéphane, ce n'est pas assez cher. » C'est en général, vous arrivez, les associés, ils font une tête, on bat. Mais tu n'y penses pas. Quand vous avez fait le job pour bien faire et tout. Bon, Denis, à chaque fois, c'était le challenge en me disant non, je te promets, c'est pas assez cher et tout. Et en fait, c'était en fait le respect du travail des gens. Il respectait énormément notre travail, c'était très bien. Eric Wilde d'Arthur Andersen, on a passé un moment agréable ensemble. Il a un sens politique totalement incroyable, mais aujourd'hui, le patron de Wilde et là, je dis respect, chapeau, et j'ai des choses avec lui. Et puis, je me prends une liberté pendant un certain temps que j'ai apprécié. Louis, j'en ai parlé. Fabrice Lundi, BFM, pendant 5 ans, qui m'a invité au regard sur l'actualité, qui m'a fait mon baptême du feu de médiatrice. Fait découvrir surtout des gens extraordinaires, et notamment Denis Lancel, ancien ministre du droit des affaires, qui est un homme incroyable, que vous allez retrouver bientôt, avant Delphine Bordier. En tout cas, vous devriez l'avoir dans un mois
dans les drôles de juristes, puisque, en fait, au départ, est un juriste qui a fondé une très belle agence de pub. Il y a des directeurs fiscaux, parce que pendant 5 années, quand même, j'ai beaucoup vécu avec eux. Michel Gillet, qui est parti à la retraite, qui est le directeur fiscal de Vinci, qui a été de tous les premiers coups que l'on a fait ensemble, rebondir sans le barreau, comment est-ce qu'on peut offrir des jobs et des stages à des gens qui ont loupé le barreau, comme moi, je l'ai loupé la première fois. Et c'est pas grave. Et comment est-ce qu'on peut se reconstruire derrière avec le travail. Et donc, quand j'ai parlé de ce projet, Michel Gillet est venu immédiatement, Bernard Bacci, toujours directeur fiscal de Villane, totalement incroyable, Sophie Badaloni chez Kering, et Yannick Bouchiou, et ça, je les oublierai jamais, parce que ce sont des gens qui ont fait confiance. Et chaque fois qu'on a fait un premier projet, ils étaient derrière, et c'était des histoires incroyables. Les amis de la FJE, parce qu'à un moment donné, Ernst s'est retrouvé à plus pouvoir faire de droit, et pourtant, on avait 100 juristes à Paris, et donc, comment est-ce qu'on continuait à exister? Les gens de la FJE nous ont fait confiance, Hervé Delannoy, qui était président, Stéphanie Fourou, Sarah Leroy, le Cercle Montesquieu, quand même, notamment Carole Zeref, qui m'a beaucoup challengé, et aujourd'hui, Laure Lavorel, qui accompagne Droit comme H, on apprécie beaucoup. J'ai parlé de Sumi et de Marie Potel, je les mets dans ces rencontres importantes, parce que Sumi, présidente d'Open Law, et m'a accepté comme administrateur. C'est vrai qu'on a la chance de faire ensemble le village de trajectoire professionnelle, et donc toujours de travailler sur les perspectives d'avenir, d'avoir découvert les dialogues comme ça. En faisant cet exercice, vous me rappelez que j'ai une chance incroyable. J'ai rencontré Virginie Delalande, avocate saute, qui est maintenant une star, petit écran, conférencière et tout, à l'époque où elle n'était pas célèbre. Et ce qui est incroyable, c'est un peu comme Marie, à chaque fois je trouve ça extraordinaire, c'est qu'elle trouve toujours du temps pour moi, elle trouve toujours du temps pour Droit comme H, dont elle est marraine, et j'ai toujours trouvé son histoire totalement extraordinaire. Et puis une petite mention spéciale à Chia Chang, qui est une jeune coréenne que j'ai connue il y a 7 ans. Vous m'en aviez parlé, je sais. Ensemble dans les rues d'Amsterdam, 6 mois plus tard, elle était renversée par un chauffard. Il se retrouvait dans un fauteuil roulant. Le statut de la femme en Corée n'est pas évident. En fauteuil roulant, c'est encore plus compliqué. Et depuis 7 ans, on progresse ensemble. Moi, je découvre le handicap, je découvre tout ce qu'il y a derrière. Je découvre la force du travail aussi pour le handicap. En fait, un grand merci parce que, rappelez, alors ça fait un peu cimetière des éléphants et là, je sens le chapin. Mais quand même que j'ai une chance incroyable, y compris de rencontrer mon épouse chez Ernst & Young. Ah, voilà. Donc, on est parti du fil conducteur et on arrive à toutes ces personnalités formidables de votre carrière. C'est quand même pas mal. Ah c'est un bonheur. Voilà. J'espère que c'est pas fini. Ah bien sûr que non. Alors, la dernière question, c'est promis. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot? Oui. Poser des débattre. Ah non, mais on peut faire une émission, on peut faire plein de choses. Non, mais je voulais avoir aussi votre... parce que vous m'avez dit que vous écoutiez de temps en temps Tout droit tout simple. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur Tout droit tout simple et savoir ce que vous en pensez. Moi, ce que j'en veux dire, c'est que vous permettez 2 choses. À ceux qui écoutent, en certains cas, se dire, quand vous avez quelques personnes un petit peu perchées, finalement, je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Je ne suis pas un cas pathologique, je n'ai pas à me soigner, je peux exister. Et les juristes n'ont pas forcément, autant les avocats, ils sont encouragés. Autant les juristes sont finalement très secrets et très discrets parfois, mais ils puissent plus s'exprimer, qu'ils puissent avoir plus de courage, qu'ils ont à l'intérieur, mais qu'ils ont peut-être dû rentrer. Et je pense que vous donnez du coup de la confiance. Ça, c'est hyper important dans ce que l'on est. Je pense que, notamment pour les jeunes, alors après, je ne sais pas si tu les écoutes, mais je l'espère, vous donnez des idées. Vous donnez une idée, notamment que les trajectoires ne sont pas tracées. Que les trajectoires sont faites de rencontres. Et je pense que c'est ça qui est intéressant pour ceux qui sont devant votre micro, comme ceux qui vous écoutent, c'est qu'en fait, vous obligez à se poser des questions. Enfin, très sincèrement, les questions que vous m'avez posées, j'ai dû préparer. Je les ai lues une fois
Et je les ai mises de côté en disant, faut que tu prépares parce qu'il y en a 2, 3, tu vas pas répondre en 5 minutes. Et en fait, non, c'était surtout des bonnes questions qui n'étaient pas forcément posées ou pour lesquelles je n'avais pas forcément écrit. Et c'était un exercice que je fais en plus. Alors les conseillers sont les plus mauvais payeurs finalement. Je le fais avec les étudiants en fait. Chaque fois que je travaille le job de Rennes dont je vous ai parlé tout à l'heure, je leur fais écrire. Je leur fais écrire au départ ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est bête, hein. Et en fait, nous, on est obligés à faire les... Enfin, merci Delphine. Bah écoutez, c'est avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Contente que mes questions vous aient permis de la réflexion et l'écriture. Voilà. Et en tout cas, moi, je voulais tenir vraiment à vous remercier de votre temps parce que je sais que vous avez aussi un agenda bien chargé. Et puis, vous revenez quand vous voulez sur tout ça. Ah vous revenez quand vous voulez chez Avec plaisir. Avocat, notaire. Oui, j'ai bien vu. J'ai bien vu ça. Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!